une partie. Donc là, il y aura deux parties, mais je souhaiterais en ajouter une troisième sur la question du bonheur et de la joie et un petit peu la manière dont Rosset voit la position de Pascal à l'intérieur de cette question de la joie. Et pourquoi, mais bon, c'est en lien avec tout ce que je vais dire, mais pourquoi pour lui, il y a comment dire, une affectivité négative chez Pascal qui l'empêche d'aller, en fait, de le rejoindre. Mais c'est très, très, comment dire, philosophique chez certains auteurs de vouloir que les autres s'alignent sur leurs propres pensées et donc que ça en soit des véritables frères et pas parfois des ennemis ou des adversaires. Ouais. Parce qu'elle n'est pas véritablement un adversaire de Rosset, mais c'était une source qu'il a rencontrée très tôt dans sa pensée et qui l'a amené, je pense, à endosser sa philosophie tragique. Allez, je vais commencer. Donc, Déjame, te presento oui, rápidamente. c'est vas-y. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Estamos en una nueva sesión de nuestro seminario permanente de estudios cruzados sobre la modernidad dedicado a Blaise Pascal. En esta ocasión tenemos una conferencia muy especial que nos dictará Sebastián Charles, de la vicerrector de investigación en la Universidad de Quebec a Trois-Rivières. Es un investigador muy dinámico, muy destacado y uno de los personajes pues, más destacados de la filosofía en el Quebec contemporáneo, autor de libros como Enfant de siècle philosophique, del que hablábamos hace unos momentos, en el que se incluye precisamente una entrevista que hizo con Clément Rosset, este libro lo componen entrevistas con los filósofos franceses más destacados del momento. Es un libro que tuvo su éxito, pasó a la edición de bolsillo, que es lo que marca en lengua francesa y no solo en lengua francesa, pues el éxito de una publicación. Ha pues publicado textos también como Descartes y sus críticos o el libro que escribió con Lipovetsky sobre la hipermodernidad, por el que es conocido especialmente en español por la editorial Anagrama, si no recuerdo mal. También es colaborador nuestro de nuestras publicaciones colectivas, precisamente en el Seminario Permanente de Estudios Cruzados sobre la Modernidad, desde Descartes Vivo en 2007 hasta Modernidad, Postmodernidad, Hipermodernidad en 2019. Y a propósito de la hipermodernidad, escribió un libro que se llama emulando al de Lyotard, ¿cómo era? Cartas sobre la hipermodernidad, la hipermodernidad explicada a los niños, sería la traducción. Sebastián, gracias por cedernos este momento de tu agenda cargadísima y pues adelante, tienes la palabra. Muchas gracias a Juan Carlos por su introducción y como le he dicho anteriormente, me voy a hacer la presentación en francés. No he tenido el tiempo de hacer la traducción esta vez, pero quizás en el futuro podría hacerla en español. Donc Clément Rosset, lecteur de Pascal. S'il est une chose à première vue quelque peu étonnante pour un philosophe comme Pascal, qui n'a jamais dissimulé la sincérité de sa foi chrétienne, c'est le succès de sa pensée auprès des philosophes athées des 19e et 20e siècles, comme s'il reconnaissait finalement en lui un des leurs, sans pour autant évidemment partager ses croyances religieuses. Ceci est particulièrement vrai pour Clément Rosset, pour qui la figure de Pascal traverse l'ensemble de son œuvre, de ses travaux de jeunesse portant sur la notion tragique, à ses écrits de la maturité organisés autour des concepts de réel et d'illusion, l'illusion devant être comprise chez lui comme une doublure d'un réel qu'on ne souhaite pas voir sous son angle tragique. Je me propose donc ici d'essayer de mettre à jour le dispositif mis en place par Clément Rosset pour intégrer Pascal à l'intérieur de sa propre pensée et pour l'interpréter à l'aune de ses propres intuitions philosophiques. Pour ce faire, il faut tâcher de comprendre en quoi Pascal représente pour Rosset une des figures majeures de ce qu'il appelle la
logique du pire, c'est-à-dire une pensée du réel désillusionnée, au sens où toute illusion doit être combattue pour ce qu'elle est, à savoir un obstacle à la prise en compte de l'essence tragique du donné, qui seul permet une vision lucide des choses telles qu'elles sont. Dans le cadre de ce dispositif, Pascal présente ou représente pour Rosset le premier penseur du hasard tel qu'il l'envisage, et les pensées dans leur structure même en sont pour lui une sorte de révélateur. Mais Pascal lui sert aussi dans son combat contre ce qui est pour lui l'opposé du tragique, à savoir la morale. À cet égard, les provinciales sont utilisées comme une arme de destruction de toute forme de posture morale et lui permettent de renouer avec son intuition tragique, qui constitue le cœur de sa philosophie. Donc je séparerai la présentation en deux. Première partie, l'utilisation des pensées de Pascal et la figure de Pascal comme penseur du hasard. Et deuxième partie, l'utilisation des provinciales et de Pascal dans la lutte de Rosset contre toute forme de morale. Avant de nous intéresser plus spécifiquement à Pascal, ou du moins à la lecture qu'en propose Clément Rosset, un mot sur l'intuition de départ de Rosset, sur cette philosophie du tragique qui l'a conduit à sa logique du pire, titre d'un de ses premiers essais. À plusieurs reprises, Rosset, dans son œuvre, Rosset rappelle un événement factuel de sa jeunesse, le décès d'un ouvrier tombé d'un échafaudage dont il a été un spectateur involontaire, car c'est ce moment tragique où la mort frappe qui l'a conduit à s'appréhender lui aussi comme un être mortel, à comprendre que sa propre disparition avait quelque chose d'irrémédiable, que le rapport à l'existence devenait tout à coup de l'ordre de l'irréconciliable. Et en effet, pour chacun de nous, cette idée de la mort, de notre mort, et plus généralement de la fragilité du vivant, ne cessera plus désormais de nous hanter, et même durant des moments marqués par la joie. C'est pourquoi, je le cite, nous sommes irréconciliables, parce que nous refusons au sein de nos joies de consentir à cet oubli du tragique qu'elle nous propose insidieusement. Nous acceptons d'être joyeux, mais nous refusons d'être consolés dans notre dimension tragique. C'est pourquoi aussi l'idée du bonheur ne peut que se refuser à nous, comme Schopenhauer et Nietzsche l'avaient eux aussi compris avant lui. Ainsi, pour Rosset, penser le tragique, c'est accepter de reconnaître que rien ne va de soi et que rien n'ira jamais de soi, et que nous sommes confrontés à une forme d'étonnement perpétuel face au caractère inattendu de l'être. Être, c'est se confronter à une existence que nous ne pouvons ni pourrons maîtriser, à un donné qui s'impose à nous, que nous n'avons pas choisi et que nous ne pouvons modifier fondamentalement ou faire disparaître. En ce sens, je le cite, ce qui fait le tragique d'un événement est son caractère à la fois inattendu et injustifiable, l'incapacité dans laquelle on est de l'intégrer dans un ordre ou même seulement de l'adapter à une considération qui puisse le légitimer. Pour paraphraser Leibniz, mais en refusant, comme le faisait ce dernier, de vouloir donner une réponse à sa question, et telle réponse plutôt qu'une autre, on se doit de dire qu'il y a quelque chose plutôt que rien, car c'est un fait, sans pour autant pouvoir dire pourquoi il y a ce quelque chose et non un autre. En ce sens, il ne peut y avoir de discours sur la conformité de la raison et de l'être, parce que l'être échappe in fine à toute explication rationnelle du fait de sa contingence, il n'est en rien déterminé, de sa gratuité, il ne répond à aucune fin, et de sa nécessité, il ne saurait être autre qu'il n'est. Dire que l'être est à la fois contingent et nécessaire, c'est simplement dire que tout ce qui arrive est inéluctable, sans pour autant que cela ait été prévu ou réponde à une causalité précise. Dans cette perspective, comme l'écrit Rosset, je cite, la nécessité du donné signifie la nécessité de ce qui est et non pas la nécessité de ce qui doit être. C'est parce que l'être est production du hasard qu'il existera toujours quelque chose de mystérieux en lui, quelque chose d'inexplicable et d'irréductible, ce qui fait que l'on ne peut pas l'interpréter ou le justifier, parce que du fait de son indétermination fondamentale, de son imprévisibilité, il échappe à toute connaissance véritable, du moins à celle qui prétendrait en donner la cause et la fin.
Pourtant, les philosophes ayant choisi de présenter le réel sous cette forme constituent une minorité face à la pléthore de ceux qui ont voulu expliquer ou justifier l'ordre des choses, supposant à la fois que l'on pouvait penser l'être et en rendre raison, mais aussi en dévoiler la finalité, si possible rassurante, puisque sous la gouverne du divin, de l'esprit, de l'histoire ou du progrès. À l'opposé se trouvent donc ceux en qui Rosset voit ses prédécesseurs, ceux qu'il qualifie de philosophes tragiques, de penseurs terroristes, de logiciens du pire, qui préfèrent voir le monde soumis au chaos plutôt qu'au logos, et récuser l'idée d'un bonheur à venir au nom d'un malheur présent. Je cite encore, terrorisme philosophique qui assimile l'exercice de la pensée à une logique du pire. On part de l'ordre apparent et du bonheur virtuel pour aboutir, en passant par le nécessaire corollaire de l'impossibilité de tout bonheur, au désordre, au hasard, au silence et à la limite à la négation de toute pensée. La philosophie devient ainsi un acte destructeur et catastrophique. La pensée ici en œuvre a pour propos de défaire, de détruire, de dissoudre, de manière générale de priver l'homme de tout ce dont celui-ci s'est intellectuellement muni à titre de provision et de remède en cas de malheur. Que l'on retrouve parmi les terroristes philosophiques, les sophistes et les épicuriens, et Lucrèce avant tout, les sceptiques, anciens et modernes, et surtout Montaigne, ou plus près de nous, Nietzsche, rien de plus compréhensible. Mais que Pascal fasse lui aussi partie de la liste, voilà qui peut étonner, comme aussi le fait que Rosset puisse prétendre également que l'objet des pensées est de rendre l'homme capable d'utiliser le savoir tragique dont il dispose virtuellement. Bien sûr, nombreuses sont les pensées qui rappellent le caractère tragique de l'existence humaine, mais aussi les subterfuges mis en place pour ne plus y penser. Car, comme l'écrit Pascal, les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point songer. Le fameux divertissement pascalien n'a pas pour finalité d'occulter le réel, ce qui est impossible, mais de parvenir à occulter le savoir tragique sur le réel, qui est universel. Car nous nous savons tous mortels, misérables et ignorants, comme le dit Pascal, ou nous le saurions si nous y prêtions minimalement attention, mais la finalité même du divertissement est de nous amener à ne pas y penser, ou le moins possible. Que ce portrait de l'existence humaine ne soit pas très reluisant ne conduit en rien Pascal du côté du pessimisme, Rosset distinguant très précisément des penseurs pessimistes tels que Schopenhauer ou Sioran, pour lesquels il conservera néanmoins une certaine estime, des penseurs tragiques tels que Lucrèce, Montaigne, Pascal ou Nietzsche. La distinction entre les deux se joue autour de leur conception du pire. Le pessimiste pensant que nous vivons non dans le meilleur des mondes possibles, mais dans le pire, là où le tragique rejette l'idée même de monde. D'une certaine manière, la philosophie tragique renvoie dos à dos optimistes et pessimistes qui partagent tous deux la croyance en l'existence d'un ordre dans le monde, bon et sujet à amélioration pour l'un, l'optimiste, mauvais et sans transformation possible pour l'autre, le pessimiste. Optimistes et pessimistes partagent donc un même refus, celui de penser le monde comme fruit du hasard, et ils justifient tous deux l'état du monde, que ce soit pour l'encenser ou le déplorer, alors que le tragique refuse de le constituer comme monde, c'est-à-dire comme ordre. Je cite, le pire dont parle la logique pessimiste n'a pas de rapport avec le pire de la logique tragique. Le premier désigne un donné de fait, le second, l'impossibilité préalable de tout donné en tant que nature constituée. Ou encore, le pire pessimiste désigne une logique du monde, le pire tragique, une logique de la pensée, se découvrant incapable de penser un monde. Si l'on peut bien reconnaître dans certaines des pensées de Pascal une humeur qui n'est pas sans rappeler celle d'un pessimiste à la Schopenhauer, il n'en reste pas moins que pour Rosset, il fait pleinement partie de la tradition des penseurs tragiques.
Ainsi ne franchit-il pas la frontière qui revient à donner du sens au hasard, ce que fait Schopenhauer, par exemple, en faisant intervenir la volonté comme principe explicatif du donné. Et c'est en cela que la philosophie de Schopenhauer conduit non seulement au pessimisme, mais également à l'absurde, puisque penser le réel comme ordonné et comme n'existant pas par hasard, sans qu'il y ait pour autant une explication ultime de cet ordre et de cette nécessité, n'a pas de sens. Le monde comme volonté et comme représentation se réduit à n'être que le lieu où agit une causalité sans cause, une nécessité sans fondement nécessaire et une finalité sans fin. Et si tout cela paraît dépourvu de sens, si tout cela semble véritablement absurde, comme s'il aurait dû en être autrement, le pessimisme restant finalement attaché à la notion du sens, mais d'un sens manquant, il n'en reste pas moins que cela existe et ne pourrait exister autrement, d'où cette lourdeur du monde et le malheur qui accable le pessimiste. Au contraire, parce qu'il se refuse à dire quoi que ce soit de la nature de l'être, parce qu'il pense que le monde n'est pas plus le lieu de l'être que du sens, le tragique perçoit le monde comme insignifiant. Et c'est cette insignifiance du monde qui n'a rien à dire et qui ne parle pas, qui le rend léger et source de joie. Nous y reviendrons. Pourvu de sens, c'est-à-dire à la fois de signification et d'orientation, le réel doit être envisagé sous la catégorie de la contingence et non de la détermination, du hasard et non de la fatalité. C'est sur point pardon, que Pascal est indépassable, selon Rosset, car il est sans doute le premier à avoir donné un sens philosophique au mot de hasard, en le concevant comme ce qui ne peut être susceptible d'une explication rationnelle, mieux de toute explication rationnelle. Pascal serait donc le premier à avoir posé le hasard comme principe explicatif général et non local, s'opposant à ceux qui croient que le hasard pourrait s'expliquer si nous avions l'ensemble des informations qui nous permettraient de le réinsérer dans l'ordre causal des choses et de retrouver ainsi une prétendue nature s'exerçant selon des lois générales. Au contraire, c'est le hasard qui est premier, c'est lui qui constitue l'horizon du donné, et l'ordre et l'enchaînement des causes selon certaines lois ne représentent qu'un cas particulier d'un désordre général. Voilà l'essence de la pensée tragique. Je cite, il y a du hasard, donc il n'y a pas de nature, ni de l'homme, ni d'aucune espèce de chose, et plus généralement encore, il y a du hasard, donc il n'y a pas d'être. Ce qui existe est rien. On retrouve l'insignifiance mentionnée précédemment. Dès lors, s'il n'y a pas de nature constituée, ou pour le dire autrement, s'il n'y a rien de naturel dans la nature, il ne saurait y avoir de loi de la nature ou de l'être, mais seulement des généralités régionales, des conventions limitées dans l'espace et le temps, comme le sont d'ailleurs celles que passent entre eux les hommes. Autant les lois de la nature que celles de la société sont artificielles et instituées par hasard, selon telle ou telle circonstance, comme l'ont pensé les sophistes et Montaigne, puis Pascal après. Je cite, la coutume est une seconde nature qui détruit la première, mais qu'est-ce que nature? Pourquoi la coutume n'est-elle pas naturelle? J'ai grand peur que cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume, comme la coutume est une seconde nature. C'est ce qu'écrit Pascal. On dira sans doute et avec raison que Pascal ne va pas aussi loin que Lucrèce ou Montaigne, pour qui il n'y a pas à proprement parler de nature, puisque Pascal reconnaît que celle-ci a existé, mais qu'elle a été corrompue par le péché originel. Mais c'est cette corruption même qui empêche qu'on puisse en dire quoi que ce soit, puisque nous n'avons plus l'original qui nous permettrait de le distinguer de sa copie. Voilà pourquoi pour chaque être humain, cite Pascal, la vraie nature étant perdue, tout devient sa nature. Dans cette perspective, même si en théorie l'idée de nature conserve un certain sens chez Pascal, car il ne pourrait y avoir corruption de la nature sans reconnaissance de l'existence d'une certaine nature, en pratique, cette idée n'a plus d'effectivité,
puisque ce qu'elle désigne n'est pas la vraie nature et qu'elle ne nous permet pas d'inférer sur ce que serait celle-ci. Voilà pourquoi non seulement Pascal ne recourt jamais à la preuve téléologique et à un ordre prétendu du monde qui pointerait vers son créateur, mais qu'il va jusqu'à douter de son efficacité, puisque cela ne revient à prêcher que des convertis. Voilà aussi pourquoi, dans l'antinature, Rosset classera Pascal du côté de la pensée artificialiste, avec les sophistes bien sûr, mais aussi avec Bacon, Hobbes et Balthazar Gracian. Je le cite, les principaux systèmes philosophiques ayant vu le jour dans la première moitié du XVIIe siècle sont caractérisés non seulement par une critique du naturalisme aristotélicien, mais encore par une indifférence généralisée à l'égard de toute idée de nature. C'est l'artifice qui, chez Bacon, chez Hobbes, chez Balthazar Gracian, bientôt chez Pascal, prend en charge la tessiture de l'être. Et pendant quelques dizaines d'années, au fond jusqu'à Descartes, les artifices de la nature seront assimilés aux artifices de l'art, sans qu'aucun privilège métaphysique soit accordé au travail de la nature par rapport au travail de l'art. Cette indifférence à l'idée de nature ne trouve de précédent que dans la philosophie pré-platonicienne et pré-aristotélicienne, particulièrement dans la pensée sophistique. Dans ces conditions, on peut admettre que Pascal reprenne à son compte l'intuition de Lucrèce et Montaigne, du moins une fois advenue la corruption de la nature, qui fait du hasard un principe d'explication du réel. Il arrive malgré tout à Rosset de reconnaître que des penseurs comme Bacon ou Pascal ne vont pas aussi loin qu'un Lucrèce, par exemple, et qu'ils sont à mi-chemin entre naturalisme et artificialisme, comme si leur refus de l'idée de nature n'était pas total, comme si un besoin affectif d'en conserver une ombre était à l'œuvre, ce qui représente une forme de nostalgie d'une nature que l'on sait pourtant absente et impossible à penser en tant que nature, rendant du même coup impossible de trouver un modèle de sagesse ou de raison permettant de nous guider dans l'existence. Mais si l'on met de côté cette nostalgie d'une nature perdue parce que corrompue, Pascal rejoint les penseurs tragiques en ce qu'il postule à son tour qu'il n'y a d'ordre que local et temporaire, et que cet ordre de fait ne saurait constituer un ensemble cohérent et déterminé, ce qui laisse toute sa place au hasard. Et c'est ce hasard qui irrigue intégralement les pensées, car non seulement se sont-elles constituées au fil du temps de manière imprévue, mais le principe même qui préside à leur répartition est-il aussi laissé au hasard. Et Rosset de lister tout ce qui installe le hasard au cœur des pensées. Je cite, hasard de tout ce qui, sans exception, se propose à la réflexion, tout en refusant de se laisser penser. Hasard de toute apparente nature et de tout découpage dans la trame de ce qui existe. Celle-ci trop lâche, trop absente pour pouvoir justifier un découpage en nature des régions. Le moi, l'arbre, la maison représentent des zones d'existence aux contours d'ordre conventionnel et par conséquent à l'existence illusoire. Hasard de l'humeur, fragment 107. Du plaisir, 368. Du mode de vie, 97. Des sentiments et de leur suite, c'est-à-dire de toute l'histoire, 162. Hasard de la volonté, dont les provinciales ont dit qu'elle était affaire de grâce et non de liberté. Hasard même de la foi, affaire elle aussi de grâce ou de pari. Hasard des pensées. Hasard qui définit enfin le thème spécifique de l'angoisse pascalienne, dont la plupart des pensées peuvent être considérées comme des variations. Angoisse face au hasard, dont le dernier mot est peut-être donné par le fragment 469. Donc, je ne suis pas un être nécessaire. Si le hasard forme le fond de la pensée pascalienne, alors le champ de la connaissance humaine se réduit à ne capter que des généralités qui ne conduisent à rien de certain ni de définitif, puisqu'il est impossible d'échapper au caractère contingent et précaire de tout ce qui existe. Ainsi, je cite, apparaissent en définitive la nature du savoir et l'étendue de ses possibilités. Une infinité de généralités repérables, quoiqu'en l'absence de tout système général de repérage, dont l'intérêt pratique est variable et l'intérêt théorique parfaitement uniforme, et, de par cette uniformité, nul. La science peut évidemment déduire des lois de faits récurrents, d'où son unité
tout son utilité réelle, mais elle ne peut prétendre parvenir méthodiquement à la vérité, et c'est ce qui rend Descartes inutile et incertain. Inutile et incertain non pas parce qu'il aurait trop présumé de la raison, qui reste une faculté louable, mais parce qu'il a trop présumé du monde qu'elle se donne à penser, et dont le caractère profondément hasardeux rend toute démonstration et certitude impossible. Comme l'écrit Pascal, il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. Et Rosset d'ajouter, la raison est donc désavouée, non pour mal penser, mais pour n'avoir rien à penser. Je passe donc, après cette présentation de Pascal comme le philosophe du hasard pour Clément Rosset, hein, celui qui a introduit une conception nouvelle du hasard, simplement pas comme, au fond, un désordre que l'on pourrait reconnaître si on replaçait les choses dans leur ordre, mais comme un désordre généralisé. Je passe donc à la seconde utilisation que fait Clément Rosset de Pascal à l'intérieur des provinciales, qui revient là encore à lui attribuer une pensée tragique, mais on n'est plus cette fois-ci du côté métaphysique de l'ordonnancement du monde, mais on va être du côté métaphysique de la question de la liberté humaine à l'intérieur de ce monde gangréné par le hasard. Donc, si la connaissance du monde est minée par l'indétermination du réel et son imprévisibilité foncière, ce qui rend impossible toute saisie complète et homogène de l'être, parce que la signification des événements du monde ne prend sens qu'après coup, comme dans la tragédie, alors toute forme de réconciliation ou de justification est impossible. Or, cela ne vaut pas seulement pour la connaissance, mais aussi pour le sentiment. Un monde sans détermination condamne toute prétention philosophique à en fournir le sens, mais aussi toute prétention morale à connaître le cœur de l'homme et en expliquer les actions. En effet, s'il n'y a pas plus de nature en soi que de nature humaine, alors la morale perd tout son sens, puisqu'elle ne peut parvenir à exprimer des lois morales valantes universellement s'il n'y a pas de loi naturelle ou de loi rationnelle. C'est bien ce que Machiavel avait compris, et s'il ne parle pas de morale au sens strict, c'est parce que la nature ne joue aucun rôle régulateur dans sa philosophie politique. Dans ce cas, les actions des hommes sont dépourvues de valeur morale, et aucune d'entre elles n'est à proprement dit immorale. Elles ne peuvent être jugées qu'à l'aune de la politique, à savoir si elles favorisent ou non la continuité de la République, qui est la seule chose vraiment importante à préserver aux yeux de Machiavel. Non seulement le tragique conduit la raison à reconnaître son impuissance à fournir un quelconque système du monde, mais il mène aussi à la dissolution des concepts moraux, comme ceux du progrès moral ou du mérite. D'ailleurs, pour Rosset, l'instinct moral représente avant toute chose une forme d'instinct anti-tragique. Je cite, le tragique est et sera toujours le surprenant par essence. Toute tentative de porter atteinte au mystère en essayant d'en rendre compte constitue pour nous le plus grave des blasphèmes moraux. Hélas, nous verrons que cette tentative est la définition même de ce que l'on appelle généralement la morale. La morale, donc, c'est ce qui veut expliquer l'inexplicable. C'est sur ce point précis que Clément Rosset fait intervenir les provinciales de Pascal, qui sont pour lui non seulement une arme sarcastique utilisée contre les jésuites, mais aussi un instrument critique de toute tentative de constituer une morale. Plus qu'un combat contre la casuistique jésuite, les provinciales sont une prise de conscience de l'impossibilité de la morale, puisqu'elles en récusent le fondement, à savoir l'idée d'une éventuelle responsabilité humaine, fondée elle-même sur la reconnaissance de la liberté humaine. Or, si la liberté humaine n'existe pas au sens métaphysique d'un libre arbitre, un peu comme on le pense chez Descartes, c'est bien parce que le monde est tragique, au sens où il ne répond à aucun plan préétabli et ne manifeste aucune volonté cachée, dédouanant par là les hommes d'une quelconque responsabilité. Pour prendre un exemple tiré de la tragédie grecque, Oedipe ne saurait être coupable, il n'est en rien responsable de l'enchaînement causal qui va le conduire à sa perte. Rien ne justifie ce qui lui arrive et il n'a donc pas mérité son destin. C'est d'ailleurs cet élément qui constitue le caractère tragique de ce qui lui arrive,
à savoir qu'il n'en est en rien responsable, bien qu'il ait pourtant commis les gestes qu'il ne fallait pas commettre, tuer son père, épouser sa mère. Endosser la position tragique, c'est comprendre que tout est immérité et que le mérite ne saurait être une valeur qui s'expliquerait par les choix libres de chacun. Si l'on restreint bien sûr ici le sens de liberté à une forme de libre arbitre cartésien. Je cite, les plus grands biens, les plus grands maux sont ceux que l'on ne mérite pas. Ils sont inexplicables. Ce sont des dons gratuits. Il y a bien une certaine liberté de l'homme sur le plan de l'action. Un homme sans entrave est plus libre qu'un homme emprisonné. Et aussi sur un certain plan intellectuel et moral. Les petites affections, les petits problèmes, la liberté est capable de les diriger. Mais elle ne saurait intervenir dès que nous entrons dans un domaine plus essentiel à l'homme. Elle n'existe que sur un plan inessentiel, sur ce qu'il y a de moins humain dans l'homme. La liberté d'action porte donc sur des choix limités et trouve bien souvent sa limite du côté de ce qu'il est permis de faire par les institutions civiles et les normes sociales. Mais même à l'intérieur de ces limites, notre liberté ne saurait avoir de portée véritablement morale, au sens où nous ne pouvons nous déterminer pour telle ou telle valeur, puisque l'existence des valeurs impliquerait un monde qui les porte et qui les justifie. C'est pourquoi, s'inspirant là-dessus des réflexions pascaliennes et provinciales, si l'essentiel de ce qui nous arrive est immérité, on ne peut penser ensemble les notions de liberté et de péché, et il faut renoncer à l'une ou à l'autre. Les jésuites ont plutôt tendance à opter pour la première hypothèse, Pascal pour la seconde, admettant la possibilité du péché sans liberté ou responsabilité et adoptant ainsi une position amorale. Et c'est bien ce qu'écrit textuellement Pascal. Je cite, je croyais bien qu'on fût damné pour n'avoir pas de bonnes pensées, mais qu'on le soit pour ne pas croire que tout le monde en a vraiment, je ne le pensais pas. Mais mon père, je me tiens obligé en conscience de vous désabuser et de vous dire qu'il y a 1000 gens qui n'ont point ces désirs, qui pêchent sans regret, qui pêchent avec joie et qui en font vanité. Tout comme Rosset, Pascal prétend qu'il n'y a pas de liberté morale et que l'on ne peut en conscience se déterminer entre bien et mal, tout simplement parce que le mal est une ignorance du bien et réciproquement. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas résister au désir du bien ou au refus du mal, c'est-à-dire choisir entre bien et mal. Il n'est pas concevable, du moins au niveau psychologique, que l'on puisse véritablement choisir de faire le mal en sachant que c'est mal. Hein, comme aurait dit Socrate, nul n'est méchant volontairement. Que l'on agisse bien ou mal, cela ne renvoie pas à un choix délibéré qui justifierait l'existence de la responsabilité et du mérite, mais à un caractère, à une manière d'être au monde dont personne n'est vraiment responsable. En ce cas, bien et mal sont des concepts qui échappent à la morale, ou plutôt la morale n'a plus de raison d'être si bien et mal n'engagent aucune responsabilité humaine. D'où sans doute chez Pascal la nécessité de recourir à la notion de péché originel pour réintroduire une forme de responsabilité première, spécifique à la nature humaine, dont on sans doute Rosset se passe. Pourtant, en un certain sens, Rosset conserve la notion de grâce, entendue en son sens pascalien. Et cette notion permet une fois encore de critiquer l'idée d'un possible libre arbitre. Car, de deux choses l'une, ou bien l'homme est libre et la grâce inutile, ou bien la grâce existe et détermine la conduite humaine, et la liberté est illusoire, ce qui fait que l'homme ne mérite pas son sort, qu'il soit sauvé ou damné, et qu'il est donc en rien responsable de son salut. Entre le donné d'une part et l'acquis d'autre part, Pascal choisit la première solution, la morale chrétienne, la seconde. Ainsi, pour Pascal, si tout est donné, si nous ne sommes pas responsables de nous-mêmes, alors toutes nos qualités ne nous appartiennent pas réellement, pas plus que nos défauts. Nous ne sommes en effet pas libres de nous choisir, et nous pensons et agissons non librement, mais selon notre nature, qui détermine une large part de nos actions. Un homme généreux, ou au contraire un avare, n'a pas choisi à un moment de son existence d'être généreux ou avare. Il ne fait que suivre sa nature.
En ce cas, il n'y a pas d'accommodement possible avec Dieu ou avec soi, comme le pensent les jésuites, ce qui renvoie une fois encore à la notion d'irréconciliable que les provinciales aussi mettent en lumière. Il n'y a pas d'arrangement possible, car il n'y a rien à arranger si tout est donné. En abordant cette question du donné à partir de la notion de grâce, Pascal va au-delà du simple conflit entre jésuites et jansénistes et aborde la grande question du poids réel de ce que nous pensons et faisons, bref, de ce que nous sommes. Quelles sont réellement nos aptitudes à modifier le donné, et en particulier celui qui nous constitue, notre volonté, nos désirs, notre personnalité. Ma volonté dépend-elle vraiment de moi, ou n'est-ce pas l'inverse, moi qui dépendrai d'elle, c'est-à-dire de cet être que je suis et que je n'ai pas choisi? Dès lors, si c'est le cas, les actions nobles ou basses que je peux commettre sont-elles liées à ma possibilité de me déterminer librement face à des choix opposés? Ce conflit entre donné et acquis, les provinciales permettent d'en prendre conscience et de comprendre aussi toute la difficulté de la position de Pascal ou de Rosset, qui souhaitent dénoncer l'illusion de leurs adversaires moralistes qui visent à dissimuler les hommes à eux-mêmes. Certes, il serait plus facile et plus rassurant de préférer la solution des jésuites, qui est sans aucun doute moins amère et plus optimiste. Il est, écrit Rosset, il en est des idées chères comme de certaines sucreries. On y revient toujours, même si elles doivent compromettre l'avenir de la santé. L'important est qu'elles adoucissent dans le présent. Ou, pour le dire autrement, le dialogue de Pascal et des jésuites est celui de la tragédie et des illusions. Il n'a aucune chance de vieillir. Voilà. Merci, cher Sébastien, pour cette exposition si belle dans les textes, si profonde dans les questions qu'elle touche. Bueno, podemos discutir en francés y en español también. Bienvenida, Viviana, que nos acompañas. Jesús Carlos, espero que hayas podido seguir bien el texto, porque tú tendrías que ser el primer interlocutor de esta conferencia, puesto que hay este desafío de lo trágico a lo pesimista, ¿no? Jesús Carlos, que es nuestro anfitrión en la UNAM, tiene como tema de investigación principal a Schopenhauer y esta tradición pesimista, ¿no? Que ahora es desafiada por Sebastián, bueno, por Clément Rosset desde el ángulo de lo trágico. Pues escuchándote yo justamente pensaba, Sebastián, que eso, este azar podía precisamente vincularse con la libertad, aunque luego en tu exposición más bien los opusiste. Pero yo pues comenzaría la conversación con tu exposición, con tu conferencia de ese lado, pensando que, aunque es muy cerca hacia atrás, ese azar que subraya Clément Rosset, que se hace presente en Pascal, ya está presente en Descartes, en las meditaciones, antes de mencionar la hipótesis del genio maligno, o en paralelo, es antes de la hipótesis del genio maligno, dice Descartes, bueno, y si somos fruto del azar, como se dice por allí, pues peor todavía, ¿no? Nuestras reglas de conocimiento, la estructura cognitiva nuestra, pues no valdría gran cosa, ¿no? Entonces ahí estaría de alguna forma presente ya esta lectura, esta hipótesis que nos expones con José. Pero luego también querría recordar a Cassirer, leyendo a Descartes y escandalizándose por la idea de la creación de las verdades eternas, ¿verdad? Porque precisamente ahí hay una especie de azar, ¿no? ¿Verdad? O sea, en Cassirer, sobre todo en la lectura de Cassirer, ¿no? O sea, el mundo, el racionalismo cartesiano no sería suficientemente racional para el racionalista Cassirer, ¿no? Es lo que me surgió
anotar aquí mientras te escuchaba y no sé por ahí qué es lo que te sugiere estas observaciones y así se animan los compañeros a acompañarnos. Merci Juan Carlos. Je retrouve ton goût cartésien et tes références à Descartes que tu connais si bien. Je me souvenais plus de ce passage en fait de Descartes, mais j'irai vers un autre passage de Descartes où il dirait quand il dit ce sont des fous, c'est-à-dire donc imposer le hasard comme principe général d'explication du réel pour Descartes, ça serait aller du côté de la folie. Et donc Descartes passe son temps à chercher plutôt les règles et les lois de la nature et pense la nature comme quelque chose d'ordonné euh, par un être qui lui a donné un sens. Et tu parles effectivement de la création des vérités éternelles. D'une certaine manière, on est là aussi dans le fait que le donné ne répond pas à un ordre hasardeux, mais le donné répond à un ordre qui a été pensé par celui qui l'a créé. Alors que, bon, chez Rosset, c'est clair, hein, évidemment, Rosset est un penseur tragique d'inspiration nietzschéenne pour lequel le hasard a toute sa place. Mais ce qui est intéressant dans l'interprétation qu'il propose, parce qu'on est toujours dans l'ordre de l'interprétation, évidemment, il ne conserve de Pascal que ce qui l'intéresse le plus. Dans l'interprétation qu'il propose, c'est qu'il fait de Pascal un penseur du hasard, donc un petit peu comme si Descartes avait anticipé ce que Pascal et d'autres allaient dire par la suite, parce que Descartes se situe, comme l'indique précisément Rosset, au moment de ce qu'il appelle la pensée artificialiste. Donc, c'est cette pensée du début du XVIIe siècle qui est contaminée par la notion d'artificialité et par le fait que le monde n'est pas ordonné de manière morée géométrico, hein, à la manière des géomètres. Et donc, il y a une réaction chez Descartes par rapport à cet artificialisme qu'il voit, qu'il comprend et qu'il combat. Artificialisme qu'on retrouve d'ailleurs à la même époque chez un La Fontaine ou chez un Molière. Donc, dans la comédie, dans la tragédie et dans les fables, on retrouve cette pensée artificialiste qui va être, d'une certaine manière, qui va se clore avec l'hypothèse et avec la pensée cartésienne, d'où le fait que Pascal retrouve par-delà Descartes des gens comme Montaigne qui vont le réamener du côté de l'artificialisme. Et c'est très étonnant parce qu'on s'attendrait pas à ça de la part d'un penseur qui est profondément chrétien. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement chez Pascal cette idée d'une nature qui est corrompue et qui est tellement corrompue que le donné naturel ne nous donne plus d'idée réelle de ce qu'est la nature véritable et de l'homme, euh, donc corrompu par le péché originel et du monde. Et c'est en cela que Pascal diffère de Platon, parce que chez Platon, la nature est dégradée, mais ça reste quand même une copie des idées originelles, alors que chez Pascal, le monde n'est plus une copie, où la nature humaine est tellement corrompue qu'elle ne peut plus rien nous dire sur la nature pré-lapsaire, donc avant le péché originel. Très bien, très bien. Otro aspecto también muy interesante en tu exposición, ese queda claro desde el principio, es este atractivo que tiene Pascal para pensadores ateos como Clément Rosset. Y entonces introduces esto con un a pesar de su cristianismo, ¿no? Pero también podríamos preguntarnos si realmente es a pesar de, y si no es precisamente el cristianismo el que bien entendido y desplatonizado, ¿no? Porque, ¿verdad? En la lucha de Nietzsche contra el cristianismo hay esta identificación entre cristianismo y Nietzsche, que precisamente una lectura como esta que nos muestras que hace Clement José de Pascal y a través de Pascal del cristianismo, pues nos mostraría esa cara trágica del cristianismo, que precisamente en ese Dios creador de las verdades eternas disolvería esa naturaleza rassurante de Platón, ¿no? Y de Spinoza, o el racionalismo en general.
Oui, c'est vrai hein, que je suis d'accord avec toi. Sur mon premier point, il y a effectivement chez Pascal quelque chose d'extrêmement attirant pour les penseurs athées. Ça, c'est vrai, on le retrouve chez Nietzsche, et puis je disais au XXe siècle, donc chez des gens comme Marcel Conche, André Comte-Sponville, Clément Rosset, ce sont tous des grands lecteurs de Pascal, et il les a profondément marqués. Rosset dit, c'est d'une certaine manière, c'est Pascal qui m'a appris le tragique. Est-ce que c'est a pesar de, hein, est-ce que qu'est-ce qui dans le christianisme d'une certaine manière, parce que le, il y a chez Pascal, et Pascal serait incompréhensible sans son christianisme. Mais est-ce que eux, ces auteurs-là athées, oui, on a chez Nietzsche un combat très, très fort, très marqué contre le christianisme. C'est pas le cas chez quelqu'un comme Clément Rosset ou chez André Comte-Sponville qui se présentent comme des athées fidèles, hein, fidèles à la tradition chrétienne et à ce qu'elle a produit et qui sont pas du tout dans le rejet du christianisme. Et Clément Rosset dit souvent que euh, bon, il était plus critique dans ses textes de jeunesse, mais il s'est assagi avec le temps, je dirais. Et dans ses textes beaucoup plus tardifs, dit souvent la religion ou les excès de la religion sont finalement cachent les excès de la politique. C'est-à-dire que ce sont des hommes politiques qui abusent de la religion et qui abusent donc du pouvoir qu'elle peut avoir sur les hommes et les femmes pour pouvoir mettre de l'avant leur propre politique. Donc on ne trouve pas chez Rosset ou chez Comte-Sponville de critique particulière du christianisme, mais c'est vrai que dans l'histoire du christianisme, et Pascal n'est pas le seul, et je dirais dans la tradition mystique, il y a cette idée d'un monde absurde ou incompréhensible ou imperméable à la notion du sens, d'un monde qui n'est pas véritablement, puisque l'être, le seul véritable être, c'est Dieu, d'un monde donc qui se défait d'une certaine manière, qui n'a pas d'ordre, de loi, et le christianisme produit ce genre un certain christianisme, en tout cas, je suis d'accord, produit ce genre d'interprétation et donc permet de comprendre pourquoi, effectivement, Pascal est un des auteurs qui est le plus intéressant pour la pensée athée, puisque il y a, si on retirait l'idée même de Dieu, il y a une description et une compréhension du tragique de l'existence qui est à peu près similaire. Claro, porque habría una versión pues racionalista, humanista del cristianismo, donde todo tendría una solución fácil, todo estaría legitimado, incluso en su versión secularizada, Hegel, ¿no? Como explicas muy bien en, tu texto recogido en este libro, déjame le hago publicidad, ¿no? De cómo la, historia sagrada se seculariza en la filosofía de la historia moderna. Y en ese Hegel, en el que todo lo racional es real y todo lo real es racional, que Jean-François Lyotard dirá, pues no, no puede ser, no estoy de acuerdo contigo, puesto que Auschwitz fue real y no es racional, o el Marcel Conch, de quien Mm, tú también te has ocupado recordando el sufrimiento de los niños, ¿no? mm, Entonces, estaría esta dimensión trágica que podemos ver en el sufrimiento de los inocentes, de un pueblo que buscan exterminar, de un niño inocente al que maltratan, o de un Dios crucificado, ¿verdad? Porque se nos olvida generalmente esta imagen central del cristianismo, ¿no? Que es el de un hombre crucificado, un hombre desgarrado, y ese hombre no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Hay esta dimensión trágica, y frente a esta dimensión trágica estaría esa versión muy platónica, muy clásica, digamos, de un cristianismo que sería capaz de dar cuenta de todo y de decir todo está resuelto, no te preocupes, ¿no? En fait, quand on regarde l'œuvre de Rosset dans son ensemble, et ces trois têtes de Turc, ces trois adversaires fondamentaux, c'est Platon, c'est Kant et c'est Hegel. Hein, c'est ces gens qui veulent réintroduire sans cesse de l'ordre et tout justifier. Hein. Et en particulier Hegel, hein, parce que si effectivement le réel est rationnel, le rationnel est réel,
tout est objet de justification et tout peut être interprété. C'est bien que tu rappelles Marcel Conche, parce qu'effectivement, il y a ce texte de Conche qui vient condamner une certaine morale chrétienne, celle même que Rosset critique quand il rappelle, donc, et quand il dit c'est injustifiable de penser que un Dieu bon aurait laissé faire ces horreurs d'enfants envoyés dans des fours crématoires. Et donc, ou bien il faut sortir la notion de bonté du divin, ou bien il faut reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu dans le monde. Ce qui est un peu étrange parce que Marcel Conche est quand même un très grand connaisseur de Pascal, et Pascal a une position qui n'est pas dans cette alternative-là. Euh, et je me souviens de l'entretien que j'avais eu avec Clément Rosset en 1998, où je lui avais dit, mais vous êtes donc très proche de Marcel Conche. Il m'avait répondu oui. Nous sommes extrêmement proches, sauf que il y a quelque chose que je n'ai pas compris chez lui, c'est pourquoi il veut absolument sauver la morale, puisque Conche a écrit un livre qui s'appelle Le fondement de la morale, où donc évidemment ce fondement n'est plus fondé sur l'idée d'un être créateur et conservateur du monde, mais sur le dialogue entre les êtres humains qui ferait sortir des principes moraux sur lesquels on pourrait tous s'entendre. Et donc pour Clément Rosset, c'était une absurdité totale, c'est-à-dire que Conche n'avait pas assumé finalement sa position athée en voulant réintroduire lui aussi de l'ordre dans ce qui n'était pas ordonné. Puis chez Conche, il y a toute une pensée de la liberté, de la responsabilité morale qu'on ne trouverait pas du tout chez un Clément Rosset. Mais je vous renvoie un peu au dernier passage, avant-dernier passage que j'ai cité là, et qui est quand même amusant. C'est celui qui dit, hein, il en est des idées chères comme de certaines sucreries, on y revient toujours, même si elles doivent compromettre l'avenir de la santé. L'important est qu'elles adoucissent dans le présent. Voilà. Donc c'est ça. La morale, c'est ce qui vient adoucir. Ça serait l'opium du peuple, mais au sens léger, c'est-à-dire quelque chose qui permet de mieux traverser l'existence et de réduire la souffrance face à un donné qui, évidemment, ne correspond pas à nos désirs les plus chers. La filosofía en sucrería. Viviana, Jesús Carlos, querrían intervenir. Mais la philosophie est une sucrerie. Dans un autre texte de Rosset, il oppose ce qu'il appelle les philosophes guérisseurs et les philosophes médecins. Philosophe guérisseur, c'est celui qui dit que finalement, tu ne souffres pas vraiment. Hein, et que si tu regardes les choses du bon point de vue, c'est Leibniz, hein. Tu regardes les choses du bon point de vue, tu vas voir que ben, c'était nécessaire, ça pouvait pas être autrement. Donc, apprends à surmonter, c'est un peu le stoïcisme, l'idée d'un fatalisme. Donc, apprends à surmonter la douleur parce que tu n'y peux rien et parce qu'elle s'explique et elle se justifie. Donc ça, c'est la position de Leibniz, c'est les philosophes guérisseurs. Puis le philosophe médecin, c'est celui qui dit, ben, effectivement, vous avez ben, le médecin honnête, parce qu'on a le médecin qui ment à son patient aussi, mais le médecin honnête qui dit, non seulement vous avez un cancer, mais il est incurable. Et donc, il va falloir accepter les choses telles qu'elles sont. Trágico más que pesimista, Jesús Carlos. Mais le pessimisme chez Rosset, c'est parce il est très proche de Schopenhauer. Il a écrit plusieurs livres sur Schopenhauer. C'est un très bon, très fin lecteur de Schopenhauer. Mais c'est ça, c'est le monde nous déçoit parce qu'il aurait dû être autrement. Et donc, c'est cette idée du parce qu'il aurait dû. Donc, il aurait dû avoir un sens. C'est cette nostalgie du sens qui fait que ce n'est pas une philosophie tragique. Mm. Le philosophe tragique, c'est celui qui accepte l'insignifiance du donné et qui ne souhaite pas justifier les choses à tout prix. D'où le fait, à un moment donné, que Rosset dise dans un des passages que j'ai cités, ça devrait quasiment conduire à l'aphasie, c'est-à-dire au silence, puisque finalement, il n'y a rien à dire, parce qu'il n'y a rien. Ontologiquement parlant, il n'y a rien. On est un peu, tu te souviens, dans le Pyrrhon de Marcel Conche, hein, finalement, tout n'est que dalle.
tout n'est qu'apparence, et ces apparences ne renvoient à rien d'autre qu'elles-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est insignifiant. Claro, pero por otro lado también me haces pensar a Jean-Luc Nancy y esta idea de l'essence, c'est nous, ¿n'est-ce pas? Eh, algo similar a lo de Conche, pero sin calado, ¿no? Es el encuentro, el sentido lo construimos entre nosotros en el encuentro, ¿no? En el momento en el que cuaja un sentido que luego habrá que rebasar y habrá que rebasar y así indefinidamente y sin solución definitiva alcanzable, ¿no? Por hacer un resumen muy rápido del Et pensamiento de Nancy. c'est un peu, tu sais, c'est un peu ce que disait Bergson à la fin des deux sources de la morale et de la religion, hein. Nous sommes des machines à inventer des dieux. C'est-à-dire, nous sommes des machines à vouloir introduire du sens partout. Parce que il y a fondamentalement quelque chose de rassurant quand on réussit à replacer les, ordres les choses dans un certain ordre et qu'on leur donne sens. À partir du moment où effectivement on adopte la position de Clément Rosset, et lui-même reconnaît que les gens qui ont adopté cette position sont quand même excessivement rares parce que la potion est amère et désagréable à boire. Effectivement, on sort de cette logique de la signification à tout prix, de la justification à tout prix. Bueno, y también me haces pensar en Apolo y Dionisos en el joven Nietzsche, ¿no? O sea, la vida es desgarradora, como nos muestra la visión dionisiaca de las cosas, pero para soportarla hay que ponerle una máscara apolínea, ¿no? Mhm. C'est Para ça. poder sobrevivir. Et d'ailleurs, les premiers textes de Rosset sont très marqués par le premier Nietzsche, par la Viviana, question. ¿qué nos dices, Viviana? Súmate. Bueno, primero le voy a agradecer. Bonjour, Sebastián. Bonjour. Bon Eh, appétit. yo me quedé pensando entre, por supuesto pido disculpas porque entré tarde y probablemente lo haya anticipado antes. Me quedé pensando en esta situación de si es trágico o no es trágico. Esa afirmación de Pascal, yo no soy un ente necesario. ¿Y por qué me quedé pensando en ello? Porque tan rotunda afirmación me parece esta contradictoria con el tema de el sentimiento, del amor, de la gracia y de la voluntad divina. Si yo no soy necesario a la situación del mundo es una cosa, pero si yo me considero hijo de Dios, pensado por Dios, llevado por Dios a una instancia en este mundo, tiene o no que haber una necesidad, ya sea trágica o no trágica. Me quedé pensando en eso nada más, pero pido disculpas porque realmente a lo mejor fue algo fugaz en medio de lo que ha planteado Sebastián. C'est une excellente question parce que c'est vrai que ça paraît contradictoire et c'est cette formule, évidemment, Clément Rosset la reprend parce qu'elle va dans le sens de sa thèse, hein, je ne suis pas un être nécessaire. Elle paraît contradictoire avec la sincérité et la pureté de la foi chrétienne de Pascal. Encore faudrait-il voir comment lui pense et vit son christianisme. Ça, c'est la première des choses. Et j'ai pas eu le temps, je voulais regarder parce qu'il y a très peu de fragments dans les pensées sur la notion de providence. Ah, Et je voulais m'attarder à ça, et j'ai pas eu le temps de le faire parce que je pense que euh, autant la question des miracles chez Pascal, c'est quelque chose de très particulier, et qu'il les interprète, il est dans une autre lecture que celle de Spinoza ou celle de Malebranche qui pense que effectivement il y a des lois, il y a des règles.
Et donc, parce que pour lui, l'ordre est toujours un ordre local, circonstanciel. Donc, qu'est-ce qui interdit finalement le miracle? Rien. Il peut y avoir à un moment donné un autre ordre qui s'établit à l'intérieur d'un monde qui n'est pas régi par des lois aussi strictes et aussi déterminées que chez un Spinoza, où le miracle devient totalement impossible, ou chez un Malebranche, où le miracle est effectivement lui aussi évacué, comme on le retrouvera chez un Voltaire par la suite, ou chez un Rousseau, qui adopte la même position que celle de Spinoza ou de Malebranche. Je ne suis pas un être nécessaire parce que dans l'ordre enfin dans le monde tel qu'il m'est donné de le voir, de le considérer, rien n'est considéré comme nécessaire. Je pense que c'est pour ça que je suis pas un être nécessaire. Mais en quoi cette contingence permet-elle de retrouver le Dieu chrétien, hein, mais un Dieu, n'oublions pas, qui est caché, hein, qui s'est retiré du monde? C'est assez, je dirais que la solution, elle est au niveau métaphysique parce que clairement, elle n'est pas au niveau bassement matériel des faits. C'est une excellente question, effectivement. Merci, merci. Juan Carlos, je ne sais pas comment tu le Sí, sí, verrais. si tu veux, on te fait une dernière question eh, y nos vamos. También me haces pensar en algo que dice André Neher en El exil de la parole, cuando dice que el hombre tiene envidia de la cosa y que también recuerda algo que ya observaba Ortega, ¿no? La cosa tiene su ser completo, dado, y el hombre no tiene ese ser, ¿no? Y entonces, dice André Neher, el hombre quisiera estar resuelto como está resuelta la cosa, y quisiera ser inmortal como se imagina que es la cosa, y no, o sea, él está allí jugándosela, digamos, ¿no? En esa indeterminación. Indeterminación que, sin embargo, el pensamiento cristiano no lo dejaría en esta visión triste o sin solución de las cosas, en la medida en que el cristianismo es la religión de una persona que libremente recupera a estas personas que él ha creado a imagen y semejanza suya y que están en este valle de lágrimas, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay todo un marco donde este pensamiento trágico coincide con el cristianismo, incluso se inspira en el cristianismo, pero en el cristianismo habría otra dimensión, en Pascal diríamos el orden de la caridad, ¿no? Precisamente de la caridad, ¿no? De una persona que ama a las personas y las saca, digamos, del valle de lágrimas, ¿no? Euh, oui, alors oui et non, on va dire. Euh, Mais tu me ramènes un petit peu à la première question et à deux conceptions du christianisme. Une conception, je dirais, plutôt 18e avec un christianisme optimiste, avec l'abbé Pluche qui montre comment le monde est bien ordonné, le spectacle de la nature. Et on est sorti, et d'ailleurs, on le voit dans la peinture de Fragonard, par exemple, hein, ces femmes qui font de la balançoire, on sent un monde tranquille, apaisé. La révolution est à quelques décennies, hein. C'est ça qui est quand même assez incroyable. Mais donc d'un monde courtois, civilisé, etc. Ça, c'est le monde du XVIIIe siècle. Mais il y a le monde du XVIIe siècle. Et il y a le monde de la vallée des larmes. Il y a le monde d'un christianisme beaucoup plus tragique. Il y a le Christ souffrant en croix. Il y a le sang. Et c'est un Christ d'ailleurs, pour avoir quand même beaucoup voyagé en Amérique latine, je trouve qu'en Amérique latine, on retrouve plus ce christianisme-là, parce qu'il est venu des Espagnols de cette époque, qu'on ne le retrouve par exemple en Europe, où à partir du XVIIIe siècle, il y a eu cet affaiblissement d'un christianisme, je dirais, tragique. Et ça, c'est particulièrement vrai, je trouve, au Mexique, notamment.
de retrouver ce christianisme tragique qu'on trouve moins dans les pays européens et puis évidemment moins dans les pays protestants qui ont rompu avec le tragique. Mais alors je te disais, il y a une chose, oui, c'est juste et c'est moins juste si on regarde évidemment parce que je me fonde sur un auteur et son œuvre. Et donc l'idée même, c'est que tout ce qui est de l'ordre du désir, tout ce qui est de l'ordre de ce que nous on appellerait des vertus ou des valeurs, tout ça fait partie aussi du donné pour Clément Rosset. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet d'expliquer chez Pascal la différence des ordres. Euh, on peut, tu parles de l'amour, mais toute personne qui souhaiterait démontrer à une autre personne qu'elle devrait l'aimer, Pascal nous dit qu'elle est ridicule. Elle mélange l'ordre de la raison, qui est l'ordre de la démonstration, et puis l'ordre du sentiment, qui est l'ordre du donné. Et que deux personnes en viennent à avoir des sentiments l'un pour l'autre, ça renvoie à ce qu'elles sont, et ça renvoie en rien à leur liberté ou à leur raison. Donc on est vraiment là encore dans l'ordre du donné, et la raison elle-même est donnée. Et on sait bien qu'il y a des gens qui ont des capacités intellectuelles, des capacités de raisonnement, de la mémoire. Hein. Descartes le dit lui-même, hein, qu'il a pas la même mémoire que d'autres qui sont capables de se souvenir de bien plus de choses que lui. Tout ça fait partie du donné. À partir du moment où on comprend que ben, ce qui fait ce que nous sommes, ce qui fait la manière dont nous pensons et nous agissons est donné, on en conclut à une forme d'humilité peut pas être narcissique parce qu'on peut pas s'attribuer nos propres mérites. Donc la pensée finale de Clément Rosset, c'est celle de l'humilité. Il faut apprendre à reconnaître que, en fond, on a très peu de prise sur ce que l'on fait et sur ce que l'on pense. Va mal. Una última pregunta que quisieran hacer, observación. Dans le Buenas chat, ouais. tardes. Yo Adelante, sí adelante, Oscar. quisiera hacer una pregunta. Eh, bueno, primeramente, muchas gracias por su exposición. Y quiero preguntar, para continuar con la discusión esta que se señaló entre el pesimismo y la tragedia, si dado que en 1818 Schopenhauer coloca la poesía, ante todo en su modo trágico, a la tragedia, como la expresión más elevada de las artes figurativas y hasta la hermana a la filosofía, y que es 10 años después cuando en comparación con el panteísmo, es decir, en 1828, en uno de sus cuadernos de apuntes, se refiere por primera vez a su filosofía como pesimismo, que por lo demás en su obra pública jamás aparece el término referido a su propia filosofía, aunque sí al cristianismo y al budismo. Entonces, ¿podría pensarse el pensamiento de Schopenhauer como un pensamiento no tanto pesimista, sino trágico? ¿O lo que sucede es que lo trágico tiene que ver más bien con el ámbito restringido de lo estético, que es hacia donde Nietzsche, por ejemplo, un poco también apuntará? Y desde la amplitud de la metafísica de este autor, más bien se podría decir que en efecto tendría que ser dicho pensamiento pesimista. No sé si me explico, Si, no sé si. si se entendió mi pregunta. Muchas gracias. Ah oui, merci beaucoup pour la question. Évidemment, moi, je me fais ici l'interprète de Clément Rosset. C'est pas ma propre lecture. Et effectivement, pour Clément Rosset, à partir du moment où Schopenhauer veut lui-même expliquer les choses à partir de quelque chose qui est en partie inexplicable, c'est-à-dire la volonté, qui se manifeste à travers le monde, hein, le monde comme volonté et comme représentation, à partir de là, pour Clément Rosset, il ne peut plus être considéré comme un penseur tragique, mais comme un penseur pessimiste, c'est-à-dire quelqu'un qui attend quelque chose du monde et qui a donc une forme de frustration par rapport à l'état des choses tel qu'il est, même si cette volonté est sans cause, même si cette volonté est sans finalité, d'une certaine manière, il le classe parmi ceux qui souhaitent justifier l'ordre du donné, même si c'est à partir de quelque chose qui est
injustifiable, plutôt que de reconnaître qu'il n'y a pas à chercher de principes métaphysiques explicatifs et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est ce qui explique, à mon sens, la lecture de Schopenhauer que fait Clément Rosset. Mais c'est un auteur pour lequel, comme je disais, hein, il a eu énormément d'estime et qui a contribué à sa propre formation philosophique. Il a publié, je pense, 3 livres sur Schopenhauer pour pouvoir réintroduire Schopenhauer dans la philosophie française de l'époque et en particulier au niveau universitaire parce que c'était un auteur qui était peu lu, voire pas lu du tout dans les années 60-70 en France. Alors ça, c'est un peu la première chose, hein. C'est vraiment pour Clément Rosset un penseur pessimiste et non pas tragique pour cette raison-là. Pour la question de l'esthétique, euh, une des manières donc de reconnaître le tragique, c'est l'esthétique. Chez Clément Rosset, qui était lui-même musicien, et un bon musicien et qui parle beaucoup de musique mais alors donc il reconnaît la joie parce que c'est ça j'ai dit l'une des pensées finales de Rosset c'est l'humilité, l'autre c'est la joie, hein. Savoir reconnaître malgré le fait que c'est tragique qu'il puisse y avoir des moments de joie pure. Et l'art est une des manières non seulement de procurer la joie à des auditeurs, et Mozart est pour Clément Rosset le musicien tragique par excellence, parce qu'il arrive malgré le tragique à faire quelque chose qui euh, nous élève, qui nous enchante, qui procure de la joie, mais au moment même où Mozart compose, et où il peut avoir une certaine joie dans sa composition, s'il est véritablement tragique, c'est parce qu'il sait que ce qu'il fait, comme tout ce qui est donné dans le monde, il n'en est responsable que pour une partie, hein. Il a été élevé dans l'univers de la musique par son père, etc. Donc il y a toute une série de déterminations qui expliquent ce qu'il est et pour laquelle il n'a pas de responsabilité. Et un véritable artiste tragique, c'est celui aussi qui sait que tout ce qu'il produit se produit selon l'ordre de la fragilité et qui accepte donc que son œuvre est destinée à disparaître tout comme son existence. Là, on est véritablement dans une esthétique tragique. Je ne sais pas si je réponds à la question. Muchas gracias. Oui, ça va? Y bueno, ¿cómo no nombrar a Miguel de Unamuno, ¿no? Porque pues no andamos muy lejos de este autor de Le Sentiment Tragique de la Vie, que por cierto fue traducido muy pronto al francés y cuyo pensamiento está muy cerca de este que nos describes, ¿no? Incluido este asunto de dolerle el que sus obras no le sobrevivan eternamente, ¿no? La, Il y a peu de mentions d'Unamuno dans l'œuvre de Rosset, mais vraiment très peu. Il doit y en avoir 5 ou 6. Et c'est un peu étonnant, mais je pense que Rosset ne le considère pas comme un véritable penseur tragique. Ça, c'est la première des choses. Par contre, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure sur la culture latino-américaine et son sens profond du tragique. Clément Rosset était fasciné par la culture espagnole. D'ailleurs, il vivait la moitié de l'année en Espagne, du côté de Palma de Mallorca. Fasciné parce que pour lui, c'était la culture qui avait le plus saisi l'essence du tragique de l'existence humaine par rapport à d'autres cultures qui étaient plus contaminées par des visées rationalistes et en particulier, évidemment, dans les cultures marquées par le protestantisme, comme par exemple la culture allemande. C'est pour ça que Nietzsche apparaît un petit peu comme un auteur
détaché de la tradition allemande. Et d'ailleurs, Nietzsche se réclamait, lui, de la pensée française, sans doute parce qu'il ne connaissait pas bien la culture espagnole, mais Rosset, lui, même s'il reconnaît à Montaigne un rôle important dans l'appropriation du tragique, se reconnaîtrait plus ou davantage dans la culture espagnole que dans la culture française. Mais il avait accès à cette culture-là, hein. Il parlait très bien, très couramment espagnol, et donc il lisait, il avait lu les tragédies espagnoles, les romans espagnols. C'était un très bon connaisseur de la culture espagnole. Et il y a même un livre de Rosset qui s'appelle Cinq conférences mexicaines sur des conférences qu'il est allé faire au Mexique et dans lesquelles l'une des conférences, je ne sais plus laquelle, il rappelle effectivement cette proximité entre la pensée mexicaine ou la manière de vivre mexicaine marquée par l'héritage espagnol du tragique du XVIIe siècle et sa propre pensée. Très bien, très bien. Sebastián, sabemos que tú tienes una agenda cargadísima y que Merci. nos reservaste este momento que creo que ha sido muy fecundo, muy estimulante para todos nosotros y para las personas que nos escucharán y para las que ya veremos cómo les ayudamos a seguir tu conferencia en francés y cómo integramos ese texto tuyo traducido al español luego en una publicación que hagamos para recoger todo esto u otro texto, ¿no? Que nos quieras dar. Je vais le retoucher d'abord parce que j'ai des choses à rajouter. J'ai toute la partie sur la joie que j'ai pas eu le temps de développer. Et donc, je vais ajouter. Et puis, si je retrouve les passages en lien avec Unamuno, je les mentionnerai bien, bien volontiers. Genial. Pues muchísimas gracias, Sebastián y Gracias a Shao, vosotros. y pues un abrazo fuerte y hasta la próxima. Gracias. 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 A la próxima vez. Chao, chao. Hasta muy pronto. Adiós. Gracias, Viviana. Gracias, Mirta. Gracias, Jesús Carlos.